Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 4 avril. J'espère que vous avez la forme. Ce matin, on va discuter actualité tech, car c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, je reviens avec le micro devant, ça marchera un petit peu mieux pour m'entendre. Vous entendez peut-être aussi le café de Jérôme. Voilà, c'est le matin, hein. On est tranquille entre... voilà, en bonne compagnie, on commence la journée. Je regarde un petit peu qui est là dans la chatroom. Le son de ton micro est super faible parce qu'en fait, j'avais pas le micro. Donc là, tu devrais mieux m'entendre. Vous voyez que j'étais pas complètement réveillée encore. On va se réveiller ensemble, en douceur. Salut Olivier SG, un grand merci pour ton soutien. Un grand merci à toi. Ça fait toujours plaisir. J'en profite pour regarder qui est là ce matin. Un grand bonjour à Samuel, à Grolb, également nos habitués. Salut Valou Lardéchois, salut Bistropixel, salut Mister Totoro-sama, salut Tech Wheels, salut Chimarea Live, salut Andy76, salut El Catalan, salut Brickpolite, salut Yves Castel, salut Alex Bag, salut Kaetanks, salut Eliav, salut Oleg, salut Kylian, salut Pierre Roots, salut Oli VR, salut Tobalito Twitch, salut Anne-Vous, salut Starstruck, salut NMG7F, salut Olivier SG, que j'ai déjà salué tout à l'heure, salut l'atelier de Sonia, salut Sir Vivien, salut Lil Redbird, salut Olivier SG, je crois que je t'ai déjà dit bonjour, bah oui, parce que tu nous as soutenu tout à l'heure. Salut Noirvent, salut Nicolas Sympa, tu donnes le ton, salut Chloé, salut Néo, 9256, salut Mécano, salut Captain Booby, salut Okotak, salut Maquet84, salut John Spartan, salut Parisienne, salut Gizmo, salut Nico, salut Zabre Noir, un grand merci également à Steph Bébé Chat, c'est trop mignon Steph Bébé Chat, bonjour à toi, t'attires la mignonitude avec ce pseudo, c'est très bien, c'est très bien. Salut Team J, salut Sark84, salut Camembert, salut Taoned, salut Shigeru Insider, salut C'est pénible cet identifiant, salut The Garlic Snail. Un grand bonjour à tous, bienvenue ce matin dans le mug. Voilà. Salut Pulse. Voilà, donc tout va bien. Vous devriez m'entendre un petit peu mieux quand même. Un grand merci également à Andy pour ton soutien. Un grand merci à toi. Voilà, ça commence fort ce matin, dis donc. Là, vous êtes bien levé aussi, là, entre Olivier, Steph Bébécha et Andy76. Un grand merci à tous. Et du coup, j'en profite pour faire le petit laïus parce que c'est toujours bien quand même de le rappeler. Si vous appréciez un petit peu ce qu'on vous propose tous les matins, à 8h, soit c'est moi, soit c'est Jérôme, soit c'est Guillaume, que des bons présentateurs et sympathiques présentateurs. Si vous appréciez également les vidéos publiées sur YouTube, voilà, qui vous informent de l'actualité tech aussi, des produits tech, des sujets tech du moment, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu si vous avez envie de nous soutenir, nous ou d'autres créateurs, hein. D'ailleurs, il y a plein de créateurs de contenu. Jérôme qui essaie de régler la caméra et qui se prend des châtaignes. Il se fait électrocuter ce matin. C'est la thématique de la série Power, d'ailleurs. Dois-je m'inquiéter? Je commence à avoir des pouvoirs. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas la série, dans Power, qu'est-ce qui se passe? C'est une série sur Amazon Prime Video où certaines femmes commence à développer des pouvoirs, et notamment le pouvoir de générer de l'électricité. Et donc, il y a plein de mésaventures qui se passent. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je rigolais sur le fait que Jérôme se prenait une châtaigne à chaque fois qu'il manipulait l'appareil photo, alors que je suis devant. Voilà. Il a un petit problème avec le cadrage ce matin. Il n'est pas content. Il n'est pas content, Jérôme. Donc, du coup, il n'arrête pas de jouer avec l'appareil photo. Il va faire une Claude François et ça te fait rire. Non, ça me ferait pas rire s'il faisait une Claude François. J'ai quand même envie de le garder. On a envie de le garder quand même, Jérôme. Il est sympa, hein?
Et puis, il vous fait quand même 3 jours de mug par semaine. Hein. Sans lui, il va y avoir quand même des trous, quoi. Donc, voilà, il faut quand même qu'il reste. Pas de spoil, je dois lire le livre avant. Ouais, il y a un livre avant? Je savais même pas. Bah merci, écoute, Ferjess pour l'info. J'ai vu que le premier épisode, donc je vais pas pouvoir te spoiler. Donc voilà. Il faut qu'ils mettent des gants en plastique, tout à fait. Là-dessus, je vous propose quand même de parler de quoi on va discuter ce matin quand même. C'est quoi le sommaire du jour? On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du fameux référendum sur les trottinettes, qui s'est déroulé à Paris. Hein. Donc voilà, dans le titre, vous avez vu les trottinettes et Utip, c'est fini. Donc le référendum, c'était non aux trottinettes, c'est ça la réponse. On décortiquera un petit peu plus les résultats ensemble. Ça concerne pour l'instant évidemment que Paris. Donc à prendre évidemment avec un peu de recul. Tout le monde n'est pas parisien dans la chatroom. On respecte toutes les personnes, toute la francophonie, parce que j'allais dire tous les Français, mais il y a des personnes qui ne sont pas français aussi qui nous regardent. Bonjour à eux. Et c'est très bien. On continuera avec Twitter. Il se passe pas mal de choses du côté de Twitter en ce moment, puisque d'un côté, on a le bazar lié au compte certifié. Quand on parle de bazar, c'est un vrai bazar. On essaiera d'y voir un peu plus clair ensemble et surtout d'essayer de comprendre les techniques de Twitter concernant les comptes certifiés. Maintenant, il y a 2 manières d'avoir un compte certifié. Il y a la manière ancienne où les gens se faisaient valider et certifier leur compte via un processus de reconnaissance, on va dire, de certification. Et puis maintenant, il y a la possibilité d'acheter tout simplement sa certification et il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. Donc du coup, c'est un peu un bazar voulu a priori par Twitter. On essaiera de comprendre pourquoi ensemble. Et puis, c'est pas fini avec Twitter, puisque Elon Musk a agi sur sa promesse de rendre le code de Twitter plus transparent, disponible pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et ils ont dévoilé du coup quelques secrets de l'algorithme et qu'est-ce qui permettait d'être mieux pour un tweet, d'avoir plus de chances d'être recommandé ou pas sur la timeline d'un utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre un petit peu les mécaniques. Alors, on n'a pas tous les secrets de l'algorithme, mais on en a certains, donc ce sera intéressant d'en discuter ensemble. Et puis on continuera avec Utip. Du coup, voilà, c'était l'autre grosse news du jour. Utip, c'est fini. Voilà, donc ça, c'est quand même une grosse news. Hein. La plateforme française de soutien aux créateurs et créatrices, malheureusement, ferme ses portes. Hein. Voilà, elle a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars dernier. C'est ce qu'on peut lire en tout cas sur société.com. On essaiera de creuser un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé. Notamment, on a Frandroid qui a pu discuter avec le CEO de Utip pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et du coup on essaiera d'éclaircir la situation. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les donateurs, qu'est-ce que ça veut dire pour les créateurs, qu'est-ce qu'il en est de ces sommes d'argent qui sont normalement faites pour aider ces créateurs à vivre de leur travail, de leur production. Donc on en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis on continuera avec un petit coup d'intelligence artificielle. On ne peut pas passer une journée sans parler d'intelligence artificielle en ce moment. Et c'est normal parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités, beaucoup de choses. Ça bouge énormément. C'est ça qui fait un petit peu l'actualité en ce moment. Hein. Et donc, on va parler de Midjourney aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Midjourney ? Tout simplement, Midjourney, donc c'est l'intelligence artificielle, une des intelligences artificielles qui permet de générer des images photoréalistes, mais pas que, et qui, a priori, a mis une protection en ce qui concerne une personnalité bien spécifique et ce qui porte un petit peu à débat ou à controverse pour de bonnes raisons, c'est-à-dire la personnalité pour laquelle on ne peut pas générer d'images avec Midjourney, c'est Xi Jinping. Voilà, donc c'est ni plus ni moins quand même que l'actuel président de la Chine.
Et accessoirement quand même le secrétaire général du Parti communiste chinois. Donc voilà, personnalité ultra connue, ultra médiatisée, mais qui veut garder le contrôle justement sur sa communication et qui voilà, est à la tête d'un régime autoritaire. Et donc c'est la seule personnalité aujourd'hui que Midjourney refuse, pour laquelle il refuse de générer des images. On peut s'interroger sur le pourquoi et on va le faire ensemble ce matin. Et on terminera ce matin les news avec quand même un petit retour en arrière puisque c'est les 50 ans du téléphone portable. C'est fou. Petit coup de vieux, petit coup de nostalgie. On fera voilà une petite remontée dans le temps pour voir les 6 téléphones qui ont marqué, les 6 téléphones portables qui ont marqué vraiment ces 50 années. On fera un petit peu voilà, on prendra notre machine à remonter le temps et on reviendra un petit peu sur ces 6 moments forts du développement du téléphone portable ce matin. On verra s'il y en a certains dont vous vous rappelez. Je pense que oui, mais on verra combien vous vous rappelez. Je vois déjà qu'il y a du spoil dans la chatroom avec Tay for Win qui en a trouvé un. Donc voilà, on verra si vous les trouvez tous d'ailleurs. J'essaierai peut-être de vous faire deviner. Vous en avez un, mais c'est pas le premier. Voilà, c'est pas le second non plus. C'est le troisième. Voilà. Je pense que vous pouvez au moins en trouver 3 sur les 6. Facile. Voilà. Donc, petit défi de lancer. Vous avez du coup 55 minutes, on va dire 40 minutes, parce qu'il est 8h11, 40 minutes pour réfléchir un petit peu aux 6 téléphones qui ont marqué l'histoire. Je vois que ça commence, ça se chauffe bien dans la chatroom. Je vous laisse mijoter et puis on y reviendra en fin d'émission. Sans plus tarder, je vous propose de commencer par le kawa. Et voilà, on commence l'actualité tech avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est le fameux référendum sur les trottinettes à Paris. Je précise bien que c'est Paris uniquement et pas tout le reste de la France ou ailleurs dans le monde. Voilà, donc ça ne concerne que les Parisiens. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce dimanche 2 avril, c'était donc le rendez-vous aux urnes pour décider du futur des trottinettes à Paris. Décider du maintien ou non des flottes de trottinettes en libre service dans la ville. Celles que l'on voit sauvagement abandonnées sur les trottoirs, si ce n'est sur la rue, si ce n'est devant des portes de commerce ou de logements. Voilà. Et donc, la réponse qui a été quand même relativement unanime, relativement écrasante, c'est un non massif parce que voté à hauteur de 89,03% de non se sont exprimés. Donc, c'est quand même un score sans ambiguïté ici qui s'est déroulé avant-hier. Voilà. Mais un score qui fait débat et controverse, on aime bien ça le matin dans le mug. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, seulement 100 000 Parisiens se sont exprimés. 100 000 votants, ce qui représenterait, Jérôme me disait ce matin, 7% des Parisiens. Entre 7 et 8. Ce qui n'est pas énorme. Il faut quand même se le dire. C'est pas énorme. Et l'autre chose qui est un petit peu problématique, c'est que il fallait se déplacer aux urnes. Il n'y avait pas de vote en ligne. Lorsque l'on sait que les trottinettes, c'est mignon les trottinettes, les trottinettes, qui les utilisent le plus, c'est une population qui, l'on sait, a un peu la flemme ou a du mal à se déplacer aux urnes. Donc le fait qu'il n'y ait pas de vote en ligne, ça va les défavoriser vraiment en majorité. Donc, on peut se questionner un petit peu sur la validité du vote. Deuxième élément qui chiffonne un petit peu les défenseurs trottinettes ou tropinettes, c'est que y avait un événement d'organisé à Paris ce dimanche 2 avril. Il y avait le marathon de Paris qui, du coup, bouchonne un petit peu pas mal de rues quand même, il faut se le dire, bouche un petit peu la circulation, ce qui rend pas forcément ce dimanche-là très propice à un déplacement en urne. Ou aux urnes. Donc voilà, donc ça c'est quand même un petit peu pénible.
on peut un peu critiquer la manière dont le vote et la démarche soi-disant démocratique s'est déroulée concernant ce référendum de trottinette. Vous en pensez quoi dans la chatroom? Je regarde un petit peu vos commentaires et j'en profite pour remercier Louis Grasset, Autovie 1, Antovie, pardon, et Géry Casa pour leur soutien. Un grand merci à vous. Vous êtes chaud ce matin, mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. D'ailleurs, je réalise que j'ai pas fait mon petit laïus de soutien. Donc, vous pouvez nous soutenir, évidemment, de différentes manières, en faisant des primes, des tips sur Twitch, tout simplement, en nous soutenant sur Twitch. Vous pouvez également vous déplacer sur Patreon pour nous soutenir également. Vous pouvez vous déplacer sur YouTube pour vous abonner ou sur Twitch également pour vous abonner et regarder nos vidéos. Ne vous déplacez pas sur Utip, s'il vous plaît, parce que ça va pas nous arranger, vu ce qui se passe pour Utip, mais on en reparlera justement tout à l'heure. Vous avez plein de manières de nous soutenir, que ce soit en déboursant un peu d'argent ou en ne déboursant rien. Par exemple, les liens d'affiliation nous aident énormément et vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit également. Donc, en fonction de votre budget et de votre enveloppe disponible, à vous de faire votre choix. Et vous pouvez également en parler autour de vous, à des amis ou à des proches à qui ça pourrait intéresser. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Un grand merci, en tout cas, à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière. C'est vraiment très, très important pour nous. Donc, je lis un petit peu les commentaires concernant les tropinettes. J'avoue que j'aime bien les tropinettes. Je pense que ça va rester de mon côté. Les votants ont raison avec le marathon. Elle pensait que les gens iraient en courant. Nicolas. Attends, excuse-moi, j'interromps mon marathon, je vais courir et aller à l'urne. Pas super pratique quand même. Ça peut accélérer le vote aussi. Pourquoi pas. Un peu fort de critiquer un vote parce que les gens ont la flemme d'aller voter. Fabrice 74, en fait, c'est vraiment un problème quand même. Moi, je trouve, quand on sait qui en majorité utilise les trottinettes et qu'on choisit une manière pour s'exprimer qui va forcément pénaliser la population qui utilise le plus les trottinettes, ça semble quand même assez mesquin et réfléchi comme technique pour empêcher à cette population de s'exprimer, en tout cas pas leur donner les moyens optimum pour s'exprimer. Même nous, Jérôme et moi, pour vous dire, on n'est pas allés voter. Moi, j'avais envie d'y aller quand même pour m'exprimer, parce que j'ai un avis sur le sujet. Mais en fait, juste dimanche, on avait déjà fait une balade, on avait un peu la flemme. Pourtant, on habite juste à côté de la mairie du 18e, où du coup se déroulait le vote. Donc, on n'était pas très loin d'un bureau de vote. Mais en fait, finalement, on ne s'est pas déplacé. On s'est dit, ils auraient quand même pu mettre un vote en ligne. C'est quand même pas un enjeu comme le président de la République, etc., où là, on peut comprendre que les votes soient limités. Eh ben non, voilà. Donc, on s'est fait aussi la remarque, on s'est dit c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le vote disponible en ligne pour ce sujet-là, quoi. Je regarde un petit peu vos commentaires. Ceux qui n'ont pas voté ont choisi de ne pas voter, c'est démocratique quand même. Wixonic, c'est une question d'accessibilité du vote. Donc non, en fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. En tout cas, c'est mon avis à moi. De pénaliser ou de ne pas faciliter justement ceux qui aimeraient voter mais ont d'autres choses à faire, c'est un petit problème, quoi. Surtout quand on sait que cette population jeune est celle qui ne se déplace pas vraiment en bureau de vote. On aimerait, dans un monde idéal, que tout le monde se déplace en bureau de vote. Mais je trouve qu'il n'y a quand même eu pas énormément de communication sur cette échéance. Pour être honnête, moi, je suis abonnée à la newsletter de la mairie de Paris. Donc, en effet, j'ai reçu un rappel du vote. Mais si je n'avais pas été abonnée, j'ai rien vu sur ce sujet, honnêtement. Rien vu en dehors de la newsletter que j'ai vue. Ah si, j'ai croisé une affiche sur un mur en marchant. Mais sinon, je ne savais pas du tout que le vote était ce dimanche 2 avril. Donc là, encore une fois, moyen. Finalement, pour les trottinettes, c'était un vote aux urnes funéraires. Violent. C'est un petit peu violent.
On peut en tout cas dire que les raisons de celles et ceux qui sont allés voter sont plus motivantes que les raisons de celles et ceux qui ne sont pas allés voter. Bah, pas forcément, si les gens n'étaient pas au courant du vote. C'est ce que je te dis. Et oui, il y a quand même un effort de communication à faire. Est-ce que toutes les sphères de la couche parisienne ont été au courant et mises au courant de ce vote dimanche 2 avril? J'en sais rien. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait certaine. Est-ce que les gens qui sont contre la décision sont ceux qui n'ont pas voté? En grande partie, Yves, il y a de fortes chances, c'est ce qu'on dit justement. Donc voilà. Je ne comprends pas votre opinion, Marion. Eh ben, mon opinion, en effet, c'est ça. C'est que les trottinettes sont en grande partie utilisées par des jeunes. On sait que les jeunes sont une population qui se déplace peu aux urnes. Et le seul moyen de voter et de s'exprimer sur cette décision de trottinette, sur ce référendum, était en se déplaçant aux urnes. Donc, quel jeu ça joue? Celui de ceux qui sont contre les trottinettes. Tout simplement. Le calcul est assez simple à faire, surtout qu'en termes de communication, moi, personnellement, étant abonnée à la newsletter de Paris, j'étais informée du vote avec la newsletter, donc j'aurais pu ne pas l'ouvrir. C'était 2 jours avant le vote, que je crois que je l'ai reçu à peu près. J'ai un doute. Mais en tout cas, la semaine qui précédait le vote. Mais au-delà de ça, j'ai pas vu beaucoup d'informations non plus, quoi. Donc voilà. Je trouve qu'en termes de démocratie ici, on aurait pu faire un peu mieux en France et à Paris. C'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, donc impossibilité de voter en ligne lorsqu'on sait que les plus jeunes sont donc les utilisateurs moyens de ce moyen de locomotion et ne se déplacent pas massivement dans les bureaux de vote. Le choix de la date qui était le jour d'un marathon de Paris où évidemment le trafic est impacté et donc pas forcément le meilleur jour pour mobiliser les gens à aller aux urnes. On se dit quand même qu'il y a quand même plusieurs dimanches dans l'année pour permettre des votes, mais bon, a priori il fallait l'organiser le même jour qu'un marathon de Paris. Et tout ça, donc le fait de ce vote organisé, que 100 000 personnes des Parisiens finalement se sont déplacées aux urnes, ça veut dire quoi aussi? Soit peu de personnes étaient au courant, soit peu de personnes se sentaient concernées, soit les gens se sont pas déplacés en effet parce que c'était pas un moyen très pratique pour un sujet qui avait peut-être pas autant d'enjeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs de flotte, quand même de trottinettes, s'étaient un petit peu mobilisés. Ils avaient tenté de mobiliser un petit peu leurs utilisateurs. Ils avaient essayé notamment de communiquer sur TikTok en faisant appel à des influenceurs, mais malheureusement pour eux, en tout cas, ça n'a pas eu l'air d'avoir l'effet escompté. Et c'est vrai que on dirait en tout cas que c'est une revanche qui est prise sur ces opérateurs de flotte. Une revanche sur cette démarche de conquérant qu'ils avaient un peu fait en 2017, lors de leur lancement, où ils étaient arrivés, ils avaient débarqué dans Paris sans vraiment respecter et donner des règles sur où est-ce qu'on pouvait laisser les trottinettes et les vélos, parce qu'il y avait les vélos à l'époque, ça a commencé par les vélos. Et donc, du coup, on sent que on dirait qu'il y a une petite revanche de prise ici sur cette méthode, et c'est vrai que ça a généré beaucoup de gêne quand même. Tout Parisien sera capable de témoigner sur le fait que les espèces de flottes de trottinettes et de vélos qui étaient complètement éparpillées sur les trottoirs, devant des bouches de métro, etc., et qui étaient des dangers. Ça s'est un peu arrangé depuis avec certaines règles qui ont été dictées par ces services-là, mais on continue à en voir qui sont déposés sauvagement quand même dans la ville, mais ça s'est quand même bien calmé. Mais on sent quand même qu'il y a une revanche un peu de prise. Et donc, du coup, voilà, il y a cet aspect-là sur la gêne au quotidien faite, sur peut-être ce que représentent ces opérateurs de flotte de trottinettes, cette espèce d'ubérisation ou de libéralisme
avec des véhicules qui sont quand même gérés par des petites mains, hein, parce que je vous rappelle que les trottinettes ne se rechargent pas magiquement non plus. Hein. On a ce qu'on appelle les juicers qui ramassent les trottinettes et les rechargent la nuit. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec à peine plus de 100 000 votants, et donc 7 à 8% des Parisiens, il y a quand même un petit problème de représentativité et le fait qu'on n'ait pas réussi à mobiliser pour ce référendum, on peut un peu se questionner sur l'efficacité ou en tout cas le coup de com' ou le coût de démarche démocratique de la mairie de Paris ici, où je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à mobiliser plus. Et je pense que ça aurait valu de plus communiquer, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas vu grand-chose sur le sujet, hein, sur communiquer sur le fait qu'il y avait ce vote qui arrivait bientôt, et sur atteindre les populations qui sont les plus impactées par ce référendum aussi, quoi. Donc un petit peu dommage. Et donc le résultat, hein, pour rappeler, c'est à 89%, plus de 89% de non, c'est-à-dire l'arrêt des trottinettes à Paris. Voilà pour le résultat du référendum. Je lis un peu les commentaires. El Mexicano, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faudrait quand même grandir et essayer de mettre en place un vote en ligne. Se déplacer à une date fixe sur un horaire restreint a quand même peu d'intérêt. Ouais, enfin, El Mexicano, je suis assez d'accord avec toi. Et encore, j'ai l'impression... En fait, je pense que... Enfin, je suis d'accord avec toi. Je trouve que en fait, le fait de ne pas avoir de vote en ligne ajoute une friction. Et en fait, la friction, tu peux la surmonter si l'enjeu à côté a une taille assez importante. J'ai envie de dire, pour une élection de président de la France, bah oui, en fait, je vais prendre mon mal en patience et je vais me dire, oui, je vais me déplacer aux urnes. C'est quand même le président qui va représenter la France, qui va choisir son gouvernement, etc. Je veux avoir mon mot à dire. Il est hors de question que je ne me déplace pas. Donc, je vais me déplacer aux urnes parce que l'enjeu est très important pour la France et pour la représentativité de la France dans le monde. Pour le vote d'un référendum, pour ou contre les trottinettes à Paris, je trouve que là, la balance friction versus enjeu, elle est déséquilibrée. Et je comprends que pour un président de la République, l'enjeu soit tel qu'on va privilégier la sécurité, la validité du vote en présentiel versus un vote électronique. J'entends. Pour un référendum sur les trottinettes, je pense que là, c'était un peu se tirer une balle dans le pied que de ne pas mettre en place un vote en ligne, honnêtement. Et le vote en ligne, ils le font pour d'autres choses. Par exemple, le budget participatif, il y a un vote en ligne. Budget participatif où les Parisiens et Parisiennes peuvent voter pour les projets dans les quartiers où ils sont, où ils habitent, pour les projets qu'ils veulent soutenir et débloquer du budget de la mairie ou en tout cas je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas faire des initiatives dans le quartier pour développer la culture, l'éducation, l'espace vert, le recyclage, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et là, il y a un vote en ligne qui est autorisé. Et là, pour moi, je ne comprends pas pourquoi pour les trottinettes, ce vote en ligne n'était pas organisé. Pour moi, c'est vraiment une faute. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver dans la démarche démocratique, sur comment essayer de s'assurer d'avoir un taux de participation maximum versus équilibrer avec le poids de l'enjeu et la sécurité. Voilà. Et je trouve qu'on n'a pas trouvé le juste équilibre pour ce sujet-là, en tout cas. Et ça, c'est mon avis. Et entre nous, j'étais contre les trottinettes. J'ai pas voté, mais j'étais contre. Pourquoi ? Parce que je les utilise pas, donc je suis pas concernée. Mais par contre, je suis piétonne. Et franchement, c'est saoulant de devoir contourner les trottinettes tout le temps. Et quand je fais mon jogging aussi, de manquer se prendre le pied dans une trottinette ou un vélo qui traîne, quoi. Bref. Mais bon, je comprends que ça peut faciliter le déplacement, notamment quand il y a des graves de transport. Pour les touristes aussi, c'est quand même un moyen de transport sympa quand on le fait de manière raisonnée aussi et qu'on utilise les voies pour, etc. Mais voilà, j'ai beau être contre, j'aurais aimé que tout le monde puisse avoir une chance de s'exprimer de manière égale. Voilà
pour ce sujet. On commence fort ce matin, pas commencer un petit peu à s'énerver. Et on va continuer avec un sujet polémique, mais cette fois-ci avec Twitter. Twitter, qu'est-ce qui se passe ? C'est le bazar des comptes certifiés. Donc, c'était le 1er avril. Il n'y a pas si longtemps, samedi, c'était le 1er avril et du coup, on devait avoir la fin du petit badge compte certifié, puisque c'est ce que nous avait dit Twitter, Twitter Verified. Il nous avait dit « On April 1st, we'll begin winding down our Legacy Verified program and removing Legacy Verified checkmarks ». Donc ça veut dire qu'on va commencer à partir du 1er avril à archiver ou réduire ce programme de certification et on va commencer à enlever ces certifications qui avaient été faites à l'époque progressivement. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire d'un coup, mais ils vont commencer à les enlever. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est que certains comptes avec le badge certifié affiche une description bien particulière qui a été mise à jour, qui est donc, si on traduit en français, le compte est certifié parce qu'il possède un abonnement actif au nouveau service Twitter Blue ou parce qu'il avait été certifié sur la base des précédents critères de certification. Voilà. Donc, on a jeté à la poubelle le badge certifié qui était différent du badge certifié de l'ancienne méthode. Et en fait, derrière le badge certification de Twitter qu'on connaît tous, maintenant, on rassemble les deux méthodes, c'est-à-dire certifié via l'ancienne méthode et via l'abonnement Twitter Blue. C'est-à-dire que ceux qui achètent leur certification ont le même poids que ceux qui ont bénéficié d'une certification vérifiée via le processus de certification à l'époque. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça sera plus possible pour un utilisateur sur Twitter de savoir si un compte a vraiment été certifié ou si un compte a acheté sa certification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça donne le même poids à ceux qui ont acheté leur leur certification que à ceux qui l'ont gagné ou ceux qui l'ont mérité, entre guillemets, via le processus de certification. Donc ça, c'est assez malin parce que c'est vrai que si on avait eu des certifications avec un checkmark qui ressemblait, qui était identifiable avec Twitter Blue, on aurait pu se dire non, mais du coup, ça n'a aucune valeur puisqu'en fait, on voit très bien que cette certification, c'est juste acheté. Et donc, ça aurait dévalorisé la certification Twitter Blue. Or, en ne faisant plus de distinction entre les deux, les gens ne peuvent pas savoir et donc ils vont se dire du coup, potentiellement, c'est vraiment certifié. Potentiellement, c'est pas vraiment certifié. Voilà. Donc ça équilibre et ça met au même niveau, finalement, les deux certifications possibles. Et donc, évidemment, vu ce changement, les utilisateurs n'étaient pas forcément contents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier risque évident, c'est la désinformation. C'est-à-dire que n'importe qui peut maintenant acheter sa certification et on ne peut plus faire l'indistinction entre les deux, encore une fois. Et donc, c'est la porte ouverte à la désinformation pour moi. C'est-à-dire n'importe qui va pouvoir se certifier et donc ça n'a plus de valeur. Et donc, ça va encore ajouter de la confusion sur Twitter sur qui est vraiment un compte de personnalité reconnu, qui est vraiment un compte de médias reconnu, vérifié, ou qui est un compte de désinformation qui va voler l'identité de quelqu'un. Parce qu'en fait, il est tout à fait possible de créer des comptes avec un identifiant, un handle très proche, par exemple, du New York Times, qui s'est fait enlever d'ailleurs sa certification. Donc, voilà, il va y avoir quand même beaucoup de risques. Encore une fois, à avis très personnel, qu'est-ce que fout Twitter, quoi ? C'est vraiment... Genre, on a l'impression d'assister à la fin de Twitter, quoi. La décrépitude de ce réseau social qu'on adorait tant à son lancement, à ses débuts, qui nous permettait de créer et d'avoir des discussions super enrichissantes, une proximité entre les utilisateurs et une égalité, entre guillemets, entre une personnalité et les personnes lambda. Bon, après, ça a un petit peu changé et tout, mais quand même, j'ai un petit pincement au cœur quand même ici. Donc voilà.
Donc, comme je disais, le New York Times a perdu sa certification, hein, puisque voilà, c'est le New York Times, le Los Angeles Times, le Washington Post, BuzzFeed, Politico et Vox avaient tous jugé absurde de payer Twitter pour bénéficier de cette certification, alors qu'elle était gratuite depuis sa création, hein, il y a des années, mais qui sera retirée progressivement. Et donc, en conséquence, le New York Times, qui était déjà quand même dans le viseur d'Elon Musk, se voit désormais dépourvu de sa certification. Voilà. Le petit Twitter d'Elon Musk qui sent la pourriture, c'est « The real tragedy of the New York Times is that their propaganda isn't even interesting ». Comparer le New York Times avec de la propagande, c'est quand même assez affligeant. Mais bon, l'avis d'Elon Musk sur le sujet est quand même assez clair et donc au moins il reste cohérent avec sa propre position personnelle. Donc bon, à la rigueur, on peut voilà, lui dire au moins il reste cohérent là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus donc voilà, les gens s'interrogent un petit peu sur pourquoi certains ont vu leur certification enlevée, leur checkmark, et d'autres l'ont vu conserver. Alors, en effet, ils avaient dit quand même qu'ils allaient progressivement les enlever. Il y en a, c'est pour se dire, je pense qu'il y a une réelle, pour moi personnellement, je pense qu'il y a une réelle stratégie. C'est-à-dire, s'ils avaient enlevé du jour au lendemain la certification ancienne, eh ben encore une fois, tout le monde aurait pu identifier ceux qui avaient acheté leur certification, aurait pu se moquer d'eux, aurait pu se dire, ok, bah maintenant ça n'a aucune valeur, pas besoin de la regarder. Voilà, donc là, c'est un petit peu compliqué en termes de business model pour Twitter. Ça met en danger leur business model de Twitter Blue. Et donc, du coup, il y a une vraie stratégie pour moi, pour Twitter, du coup, d'avoir cette confusion-là, parce que du coup, ça maintient l'ambiguïté. Et donc, on peut se dire, non, mais il y a quand même une valeur derrière cette certification. Le Washington Post, eux, proposent une autre explication. Ils ont dit que la plateforme ne disposait pas d'une solution automatisée pour supprimer les badges de tous les anciens comptes vérifiés, car le processus de vérification initial était manuel et reposait sur une feuille de calcul de type Excel. Ok, bon, bof. J'y crois pas trop. À voir. Je pense qu'il y a un vrai intérêt stratégique derrière. Qu'on soit aligné ou pas derrière cette stratégie, je pense que quand même, les équipes sont suffisamment intelligente chez Twitter et Elon Musk est quand même intelligent comme mec. On n'est pas forcément d'accord avec toutes ses décisions, loin de là, mais on peut pas lui dire qu'il est stupide. Après, j'ai été la première à quand même m'interroger sur certaines actions qui me paraissaient complètement aberrantes, mais bon, là quand même, je vois un vrai intérêt stratégique et je pense que s'il y a un vrai intérêt stratégique, ils l'ont vu, eux aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt cette voie-là qui est prise. Mais je ne peux pas m'empêcher, comme certains journalistes, il y a notamment Matt Pierce, un journaliste de la culture Internet pour le Los Angeles Times, qui mentionne, et je suis assez... ça fait vraiment écho à ce que je ressens. Depuis 10 ans, Twitter était le lieu où les personnes les plus intéressantes pouvaient se rassembler et se côtoyer. Mais aujourd'hui, le réseau se désagrège et semble mourir sous nos yeux. J'avoue que, voilà, en tant qu'ancienne utilisatrice Twitter, bon, j'ai toujours mon compte, mais je ne poste plus parce que j'ose plus tweeter. Hein. J'ai l'impression que je vais déclencher une vague de haters à chaque... Enfin, j'avoue, ça me fait peur. Et donc, j'ai même pas envie de m'y aventurer. Il y a tellement d'encouragement au débat nocif sur Twitter que j'ai même pas envie de m'exprimer sur la plateforme. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que vraiment, au début... C'était très riche, c'était respectueux, c'était enrichissant et je regrette un petit peu cette époque. Je suis un peu vieille conne avec ces propos, mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. Et donc du coup, je me retrouve un peu dans ce commentaire du journaliste où on se demande un petit peu qu'est-ce qui va advenir de Twitter. Parce que là, vraiment, avec cette démarche de compte certifié où on ajoute encore plus de confusion entre qu'est-ce qui a vraiment été certifié, qu'est-ce qui n'a pas vraiment été certifié et a été acheté. Pour moi, c'est vraiment la porte à la désinformation et sachant que Twitter a déjà des galères avec la désinformation, je ne sais pas en quoi ça va les aider. Je ne suis pas sûre que ça les aide beaucoup. À voir. Je lis un petit peu vos commentaires dans la chatroom pour voir un petit peu votre effet.
Euh, Alors, je regarde un peu. Je vais plus sur Twitter depuis l'acquisition de Musk par principe. Ouais, voilà, il y en a qui y vont plus par principe, d'autres qui n'osent plus, d'autres parce qu'ils trouvent que c'est trop nocif. Enfin, on a tous nos raisons. Moi, j'ai quand même gardé mon compte et j'y vais quand même de temps en temps jeter un œil. Mais voilà. Euh, oui, oui, c'est clair que son petit coup avec Twitter a fait exploser le cours du Doge. Ouais. J'étais toujours méfiant avec les news Twitter. Trier les sources va être beaucoup plus compliqué maintenant. Et je pense, Eliav, que c'est une bonne chose d'être méfiant en général sur ce que tu vois sur Twitter ou sur Internet et toujours croiser tes sources. Ça, c'est un très bon réflexe. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre. Maintenant, si ça ne t'empêche pas de continuer à consulter Twitter, très bien. Mais comme tu l'as dit, ça risque d'être plus compliqué maintenant de s'assurer des sources. C'est ça la difficulté additionnelle. Je consulte Twitter pour suivre certaines personnes, j'attends juste qu'ils migrent et je les suivrai. Ouais, c'est triste aussi. Ça ne sent pas bon pour Twitter quand même. Tu vois, Enfin, je comprends ton avis. Tu as raison sur Twitter, je t'assure, réseau rempli de haine, mais si tu crées une bonne timeline, tu as des gens de qualité. Grégor Samsa, ouais. Et tu sais quoi, j'avais un peu le même avis. J'avais le même avis que toi avant. Mais en fait, si tu suis des gens qui sont des minorités ou sous-représentées, eh ben, c'est des personnes qui vont être des cibles faciles sur le réseau et qui vont développer des méthodes pour se protéger. Et donc, en fait, tu vas voir ce qu'elles se coltinent. Et en fait, c'est pas beau à voir. Et j'ai pas envie de me dire, je vais arrêter ces personnes. Je vais arrêter de suivre ces personnes parce que je les trouve passionnantes, parce que je pense que c'est important d'avoir une population représentative sur Twitter, d'avoir de la diversité, parce que leur voix est importante. Malheureusement, leur voix est agressée continuellement sur ce réseau. Et c'est ça qui est assez malheureux. C'est-à-dire que j'ai pas envie de suivre des gens qui sont uniquement dans une norme acceptée sur le réseau social. J'ai pas envie d'avoir une timeline aseptisée pour ne pas heurter ma petite sensibilité. Et je trouve ça dommage de se dire, on va arrêter de suivre des personnes de ces minorités ou sous-représentées parce qu'elles sont la cible de propos désagréables, qu'elles se font souvent agresser, etc., sur Twitter et compagnie. Et je trouve que c'est une pente vraiment, vraiment très, très dangereuse. Et voilà. Et donc, je me suis posé la question, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je devrais arrêter de suivre un tel parce que voilà, ils s'expriment sur leur orientation sexuelle ou sur des sujets politiques, etc. Et parce que leur idée ne se conforme pas forcément aux idées d'une certaine majorité sur Twitter, ça va être plus compliqué pour eux de pouvoir s'exprimer de manière respectueuse, de pouvoir s'exprimer et être respecté, ou en tout cas d'avoir un discours et un échange respectueux sur la plateforme. C'est ça qui est compliqué, je trouve, pour eux. Et j'ai pas envie d'arrêter de les suivre pour cette raison. Parce que je pense que leur voix est importante. Voilà. Donc voilà. Je trouve ça triste. Bref. On continue avec un sujet un peu moins triste, mais on va continuer avec Twitter, parce qu'ils font quand même encore l'actu. Et on va parler de l'algorithme de Twitter. Twitter nous dévoile ses petits secrets et c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe derrière l'algorithme. Alors, on n'a pas accès à tous les secrets de l'algorithme, mais on a quand même accès à certaines informations. Donc, au nom de la transparence, Elon Musk a demandé la publication d'une version open source de l'algorithme de Twitter. Et donc, elle permet quand même un peu mieux de comprendre comment un tweet est plus recommandé qu'un autre ou comment il a plus de chances d'être affiché dans votre timeline ou non. Et donc, rien que ça, c'est quand même assez passionnant à voir. Donc, il y a une première chose, un premier concept à connaître, c'est le Tweetcred. Donc, le Tweetcred, c'est quoi ? C'est un score entre 0 et 100 qui permet à l'algorithme de classer les utilisateurs afin de savoir comment il doit se comporter avec eux. Âge, utilisation, nombre de followers, nombre de personnes qui vous ont bloqué. Bref, il y a de nombreux facteurs
qui rentre en compte et qui permet à l'algorithme de Twitter qui répond au nom de Home Mixer, donc le mixeur maison, on va dire ça comme ça, de savoir qui il doit mettre en avant dans l'onglet pour vous. Donc, par exemple, si la tweet-cred de Jacques est inférieure à 65, donc 65 sur 100, hein, c'est le maximum, l'algorithme ne mettra en avant que 3 tweets de Jacques. Or, si Jacques a un tweet-cred de plus de 65 sur 100, tous ces tweets seront possiblement poussés par l'algorithme. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vous permet de comprendre comment ce tweet-cred, ce score de 0 à 100, rentre en jeu un petit peu dans la recommandation des tweets. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On a d'autres informations, du coup le code source qui a été dévoilé nous dévoile plus d'informations sur justement les critères qui vont recommander ou pas, ou donner plus de visibilité ou non à un tweet. Et notamment, parmi ces critères, il y a l'algorithme Home Mixer qui récupère des tweets de 2 sources. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a à la fois la source in-network, c'est-à-dire celle qui va piocher des publications dans votre réseau déjà connu, donc que vous suivez, ou que vous suivez indirectement, ou que vous avez peut-être liké précédemment, etc. Et ensuite, il va récupérer également des tweets dans la source out of network, c'est-à-dire en dehors de votre réseau. Donc là, par exemple, des tweets d'utilisateurs que vous ne connaissez pas, mais que vous êtes peut-être enclin à apprécier, parce qu'ils vont être peut-être dans le proche de personnes que vous suivez, etc. Voilà. Ou sur des hashtags avec lesquels vous avez déjà interagi. Bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer sur ce out of network. Donc voilà, donc déjà, je trouve ça assez intéressant d'avoir les 2 sources. Tout ça parce qu'en fait, Twitter a la même problématique que Spotify, qu'Apple Music ou que n'importe plateforme de contenu. C'est qu'à la fois, ils vont vouloir vous pousser des choses de sources un peu plus sûres que vous avez dit aimer explicitement en les suivant. Et puis après, renouveler un petit peu avec de la nouveauté votre timeline, avec des choses que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous êtes propice à aimer. Donc voilà, donc il y a cette notion-là. Autre critère, il va y avoir un grand nombre de followers. Avoir un grand nombre de followers est évidemment important. Là, ce n'est pas forcément très étonnant, mais il est primordial. Par contre, il est primordial de ne pas suivre trop de personnes. Donc en fait, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'abonnés, c'est le ratio entre le nombre d'abonnés que vous avez et le nombre d'abonnements auxquels vous avez souscrit. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce ratio-là qui est important. Et donc pour avoir un bon ratio, il vaut mieux avoir beaucoup d'abonnés et moins d'abonnements. Et donc là, ça vous rend plus intéressant pour l'algorithme Twitter. De même, un abonné payant à Twitter Blue, donc ceux qui ont la fausse certification, a plus de chances de percer. Il y a un facteur de x4 dans son réseau et de x2 auprès des inconnus. Pas forcément étonnant, les gens payent pour ça, il fallait bien leur donner un petit peu d'avantage. Là encore une fois, porte ouverte à la désinformation. On continue, insérer une image ou une vidéo va également multiplier la portée d'un tweet par 2. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça rend votre tweet plus sexy. On sait qu'avoir un visuel ou une vidéo, ça va attirer plus l'œil. Pourquoi ? Parce que ça va se voir dans la timeline, déjà, et ça va donner une manière un peu plus facile à l'utilisateur d'interagir. Il va y avoir quelque chose d'un peu plus sexy, ça va attirer l'œil et en plus, ça va enrichir le tweet. Donc là, je ne suis pas forcément étonnée par ce critère-là. Donc là, ça fait un score de x2. Également, publier des tweets sur un sujet extérieur à ses centres d'intérêt habituels n'est absolument pas une bonne idée, puisque l'algorithme va regrouper les gens entre eux selon des centres d'intérêt. Donc là, ça veut dire que l'algorithme, il est un petit peu bête, l'algorithme. Il ne va pas être capable vraiment d'identifier 36 000 centres d'intérêt que vous avez et forcément faire la différence. Il va vous mettre dans un bucket, dans un groupe de personnes avec des centres d'intérêt similaires. Donc, si vous postez en dehors de ce groupe d'intérêt identifié, vous mettez en risque de froisser ce groupe de personnes qui a des centres d'intérêt communs avec vous et donc potentiellement de déplaire à l'algorithme aussi. De même,
le temps. Donc là, c'est pas très étonnant non plus. Il y a ce genre de logique dans un peu toutes les plateformes, notamment YouTube, etc. La pertinence d'un tweet diminue avec le temps. Et oui, 50%, ça diminue de 50% toutes les 6 heures. Donc pour percer, un tweet doit être vu dès le début. C'est très, très important. Donc voilà, donc là, ça vous donne un petit peu une idée. Il y a évidemment les likes, les retweets qui sont très importants pour l'algorithme de Twitter. Chaque like est considéré comme une action de référence et booste évidemment l'audience d'un tweet. Et pour plus d'informations, on a aussi ce petit tableau. Voilà, qui est assez cool à voir, je vous le partage. Ce petit tableau qui vous montre vraiment facilement l'impact de certains critères. Donc notamment, comme on le disait, un retweet, ça fait un x2. Quelqu'un clique sur votre tweet et reste plus de 2 minutes, ça augmente de 22 fois la portée de votre tweet, c'est pas mal. Quelqu'un clique sur votre profil et répond à un autre tweet, ça augmente de fois 24. Quelqu'un répond à votre tweet, donc là il y a carrément une interaction intéressée sur la plateforme, ça augmente la portée de votre tweet de 50 fois. L'auteur du tweet répond à sa mention, ça augmente de 150 fois. Donc là, voilà. Mais à contrario, il y a des facteurs pénalisants. On en avait parlé notamment si vous tweetiez en dehors de vos centres d'intérêt. Mais là, il y en a d'autres assez évidents. C'est un utilisateur demande à afficher moins souvent un tweet ou un utilisateur, bloque ou met en sourdine. Ça fait un moins 74 fois sur le tweet en question. Et pareil, si un tweet est signalé, ça fait un moins 738 fois sur la portée du tweet. Donc voilà, au moins la bonne nouvelle, c'est que les actions proactives des gens ont vraiment un effet sur la portée d'un tweet. Après, quelle est la chance que les gens prennent une action ? À voir quoi. Moi, je l'ai déjà fait. Rarement, mais je l'ai quand même déjà fait. J'ai notamment signalé du spam sur Twitter, notamment quand je suis mentionnée, quand j'ai jamais rien demandé. Alors là, je peux vous dire que j'y vais dans le blocage. Mais bon, voilà, normal quoi. Donc voilà un petit peu pour les critères. Après, à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on n'a vu qu'une partie du code source de Twitter. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Et notamment, on avait vu Akash Gupta qui avait creusé un petit peu le code source et qui avait dit attention. On voit d'autres mentions un petit peu contradictoires avec le tableau, notamment des likes qui sont boostés à x30, des retweets boostés à x20 et des réponses qui ont aucune conséquence. Donc voilà, à mon avis, le code source de Twitter est évidemment beaucoup plus complexe que ces premières règles générales qui sont partagées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles, des grands principes, et puis après, on peut avoir des contextes. Dans tel contexte, finalement, le retweet n'aura pas le même poids, etc. etc. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on sait tout de l'algorithme Twitter. Mais je trouve ça quand même assez passionnant d'avoir quand même un aperçu sur des principes comme ça de fonctionnement de l'algorithme. Voilà pour la news. Vous, maintenant, avec cette connaissance en main, dans la chatroom, maintenant que vous connaissez un petit peu ces critères, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'utiliser pour optimiser votre présence et vos chances d'apparaître dans les timelines des autres utilisateurs ou vous n'avez pas envie pour l'instant? On est d'accord que Twitter perd toujours du cash malgré les licenciements ou pas? Ah oui, Grégor Samsa, ils n'ont jamais été profitables et ils ne le sont toujours pas. Ouais. C'est tout à fait. On n'y est pas encore. Ils ont clairement filtré leur code. D'ailleurs, ils ont déjà fait disparaître des choses. Il est plausible qu'il y ait des évolutions au moins sur les poids scores, surtout en ce moment. Ludolpif, tout à fait. Tu mentionnes quelque chose de très intéressant. Partager le code source à un moment donné ne veut pas dire que ce code source ne va jamais changer. Encore une fois, je vous rappelle que pour toutes ces boîtes, le code évolue tous les jours. On améliore tous les jours, on teste tous les jours, etc., en fonction des objectifs business de la boîte et des utilisateurs qui évoluent. Leur usage évolue aussi et donc du coup, le produit évolue avec ses utilisateurs. Donc en effet, ça veut pas, ce qu'on a partagé aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. En effet. Tous les influenceurs sont en train de dégraisser leurs followers en masse. Oui, Olek, ça m'étonne pas du tout, ouais.
ça risque d'être utilisé par un groupe de personnes malveillantes aussi. Caradoc, oui, je pense qu'encore une fois, le risque, il n'est pas, pour le coup, je vais faire mon optimiste, je pense que le risque, il est assez faible. Pourquoi ? Parce que je pense que les personnes malveillantes connaissaient déjà ce genre de technique. Ils avaient déjà testé. Leur boulot, c'est de propager de la désinformation. Donc en fait, ils avaient déjà craqué, même sans connaître les ficelles, ils avaient déjà craqué ces méthodes-là. Donc je pense que ça ne va pas forcément plus les aider que ce qu'ils avaient déjà réussi à définir aujourd'hui. L'autre chose, c'est que c'est des grands principes et encore une fois, ça ne partage pas toutes les règles de Twitter et ces règles vont peut-être évoluer. Donc je pense que le risque, il est assez bas pour augmenter la désinformation ici, honnêtement. Mais voilà, j'ai joué ma pessimiste sur l'article d'avant sur Twitter et là, je joue un peu plus mon optimiste sur celui-ci. Oui, non profitable et encore pire aujourd'hui car il y a de moins en moins d'investissements dans la pub. En France, c'est moins 80%. Oui, on en avait parlé la semaine dernière, tout à fait. Merci Lou Grasset de rappeler les nombres. Donc tout pour le scandale et la réaction émotionnelle, rien de nouveau. Oui, tu vois l'orange, en effet, on comprend, c'est-à-dire on a des stratégies qui sont explicitées parce qu'on a le quotient de multiplication, mais en fait on les avait déjà devinées. On n'avait peut-être pas le coefficient exact, mais on avait quand même compris les stratégies derrière. On sait à quel but l'algorithme a été publié. Oui, tout à fait. C'était tout simplement une promesse d'Elon Musk. Hein. Voilà, c'était une décision d'Elon Musk qui avait rendu public le code source de son algorithme de recommandation, du moins en tout cas en partie, hein, parce qu'il y a de nombreux experts qui font remarquer qu'il manque plusieurs pièces importantes. Et c'était une promesse d'Elon Musk par laquelle il a agi, il a tenu sa promesse. Voilà. Parce qu'il avait notamment, c'était un des premiers qui s'est exprimé contre l'opacité de l'algorithme Twitter et du fait qu'il allait privilégier un parti politique et pas forcément l'autre. Et que du coup, il devrait être plus transparent pour être vraiment un supporter de la liberté d'expression sur la plateforme. Voilà. Elon Musk avait promis de laisser la tête à un successeur, je ne vois que ça. Oui, mais il l'avait dit après un certain temps. Et là, on n'a pas atteint l'échéance qu'il avait fixée d'ailleurs. Hein. Attention, on peut critiquer Elon Musk, mais voilà, il ne faut pas être mauvaise foi non plus. Ah Louis, tu bosses chez Dashlane ? Trop bien, trop bien, trop bien. Chez Dashlane, on a eu des discussions avec le board, personne ne comprend, le mec est en roue libre. Oui, bah, c'est ce qu'on se dit hein, depuis le rachat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mec est super intelligent, il y a quand même des choses que moi je comprends pas. Des actions que j'arrive pas à expliquer. Je pense qu'il y a un aspect compulsif voilà, qui est à prendre en compte. Ah, du love pour Dashlane dans la chatroom. Ça fait toujours plaisir. Partagez. Donc voilà, en gros pour l'algorithme, on a un peu plus d'informations. C'est pas non plus incroyable. On n'a pas appris des choses voilà, qui nous ont fait tomber de notre siège. Mais c'est toujours quand même intéressant d'avoir un peu plus de transparence et de compréhension sur vraiment comment c'est calculé. Donc voilà, moi j'aime bien mettre mon nez dans le fonctionnement. Voilà en tout cas pour Twitter. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre grosse news du jour. Et l'autre grosse news, c'est évidemment Utip. Utip, donc la plateforme de financement participatif française qui malheureusement a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 23 mars 2023 dernier. Ça, c'est ce qu'on peut lire en tout cas sur société.com. Donc, comme on le disait, hein, cette plateforme, c'était une solution de rémunération supplémentaire pour les créatrices et créateurs de contenu en demandant tout simplement un soutien financier direct à leurs fans. Il permet aux personnes concernées d'aller chercher une alternative à la rémunération par les sponsors ou par la publicité et de diversifier leurs sources de revenus. L'avantage de Utip, c'est de permettre soit un paiement unique, soit
un paiement récurrent. Donc, paiement unique à type Kickstarter et compagnie pour un grand projet, ou un paiement récurrent pour rémunérer l'activité régulière de créateurs quand ils publient, par exemple, des podcasts dans un rythme récurrent, ou voilà, comme chez nous avec le mug, etc. Et ils se targuaient en tout cas d'un financement plus éthique et français. Voilà. Malheureusement, ils ont eu des difficultés dernièrement, malgré une croissance plutôt une bonne croissance, hein, puisque voilà, Stanislas Mako, le dirigeant, disait que la plateforme connaissait une très bonne croissance de plus 100% sur l'année précédente, avec des projections de croissance à plus 50% sur l'année suivante. Donc on peut s'interroger un petit peu sur le pourquoi de la fermeture. Donc du coup, là, le dirigeant nous confie ses problèmes, et notamment ses problèmes avec son prestataire de paiement, la plateforme MangoPay. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc MangoPay, c'est l'intermédiaire financier qui récolte les paiements et qui redistribue ses soutiens aux créateurs et créatrices. Donc vraiment, il gère toute la partie de gestion d'argent, finalement. Et donc, MangoPay, qu'est-ce qui se passe ? A bloqué le compte Utip et du coup, garde désormais en sécurité l'argent récolté sur les campagnes de Utip. Donc, ça veut dire que les créateurs n'y ont plus accès dans un premier temps. Ce blocage, a priori, on nous dit, est dû à la page d'une créatrice de contenu pour adultes. En effet, MangoPay interdit le financement de ce type de contenu dans ses conditions d'utilisation. Et donc, du coup, certes, le patron de Utip a beau avoir fait le nécessaire le plus vite possible, a priori, ça n'a pas été assez vite pour MangoPay, puisqu'ils ont quand même sanctionné et pris les mesures adéquates pour bloquer la plateforme Utip. Voilà. Donc, petite histoire pour MangoPay, c'est une plateforme qui a été créée en 2012 par Céline Lazorte, que l'on connaît également pour la création de Litchi, d'ailleurs. Et la plateforme MangoPay a été rachetée en 2015 par le groupe Crédit Mutuel Arkia, avant d'être revendue en 2002 au fonds d'investissement américain Advent International. Voilà. Et d'après Stanislas Mako, le fondateur de Utip, il dit aujourd'hui, les communications avec MangoPay sont très, très difficiles. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que pour Utip, elle est en liquidation judiciaire simplifiée. Donc, tout simplement, elle est en cessation de paiement. Elle n'est plus en mesure de financer ou de régler ses factures. Son rétablissement est jugé impossible et la procédure de liquidation veut tout simplement dire qu'on met fin à l'activité de l'entreprise. Pour régler les factures, le liquidateur met en vente les biens de l'entreprise. La procédure peut durer de 6 à 12 mois en fonction des cas. Ici, c'est le remboursement des dettes et de la période Covid et des prêts garantis de l'État qui vont poser problème. Donc ça, c'est pour l'entreprise YouTube. La plateforme qui appartenait à cette entreprise YouTube, elle pourrait potentiellement continuer à vivre sur le web si elle retrouvait un repreneur externe. Donc ça, potentiellement. Pour l'instant, les discussions ont déjà lieu avec d'autres plateformes pour une reprise, mais il n'y a rien qui a été vraiment concrétisé. Les discussions généralement tournent court quand on aborde les difficultés avec le prestataire MangoPay. Ça doit refroidir plus d'un, malheureusement. Et donc, du coup, c'est comme ça que Utip annonce donc une cessation d'activité pour le 4 avril aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les créateurs et créatrices de contenu quand même ? L'argent envoyé par les fans pour soutenir les projets de création, est-ce qu'il va correctement arriver dans la poche des créateurs et créatrices et sous quel délai ? Voilà, donc pour l'instant, Utip nous explique que les paiements sont bien en sécurité chez MangoPay, qui devrait correctement assurer la distribution comme le veut sa mission. Et par ailleurs, le blocage des nouveaux paiements devrait se faire à partir du mardi 4 avril, donc aujourd'hui. Donc plus possible de faire des nouveaux paiements sur la plateforme Utip et donc le prestataire MangoPay.
Et donc MangoPay s'est exprimé justement sur le sujet et il a rassuré, il a dit nous tenons à assurer à tout le monde que tous les fonds qui ont été traités par l'intermédiaire de la plateforme le seront conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les utilisateurs qui ont des fonds dans leur portefeuille sur la plateforme Utip pourront donc les transférer sur leur compte bancaire. Les créateurs ont des fonds dans leur portefeuille sur la plateforme Utip, ils pourront recevoir leurs fonds à condition qu'ils se conforment à notre processus d'identification. Tout simplement, il va falloir prouver en tant que créateur et créatrice son identité pour pouvoir accéder aux fonds via le prestataire MangoPay. La fin de la relation avec Utip n'aura pas d'impact sur nos obligations envers les utilisateurs de la plateforme Utip, au nom desquels MangoPay détient les fonds. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que les créateurs et créatrices vont pouvoir récupérer leurs fonds, mais voilà, on n'a pas encore trop d'informations sur les délais. Il y aura certainement une communication aux créateurs et créatrices qui va être faite sous peu pour leur dire quand est-ce que ça sera possible. Ce qui est un peu compliqué, c'est que ça laisse quand même pas beaucoup de temps aux créateurs et créatrices, pour certains qui sont financés, qui vivent de ces soutiens-là, de pouvoir se retourner. Voilà, ça s'est passé entre le 23 mars et le 4 avril. Je veux dire, c'est quand même assez rapide. Et donc, ça veut dire du jour au lendemain, les créateurs vont devoir s'adresser à leur audience, à leurs fans, pour leur dire là j'ai vraiment besoin de vous, tous les types ou en tout cas tous les soutiens se sont arrêtés puisque la plateforme n'existe plus et donc il va falloir vous rediriger sur une autre plateforme. Il leur faut le temps aussi aux créateurs et créatrices de créer leur page sur ces autres plateformes et compagnie. Bref, c'est du gros boulot quand même, Ça se fait pas en un claquement de doigts de mettre en place sa plateforme de soutien. Donc on peut s'attendre en effet dans les jours à venir à voir de nombreux créateurs et créatrices annoncer une migration vers des plateformes comme Ko-fi, Tipeee ou Patreon dans la foulée. Donc un changement qui n'est donc jamais simple et qui se traduit plus souvent malheureusement par une perte d'un certain nombre de soutiens. Donc à vous, un petit appel à vous dans la chatroom. Si nous, côté Naotech, on est peu impacté parce que ce n'est pas notre plateforme principale, voilà, je vous encourage quand même à réfléchir, à vous poser la question s'il y a des créateurs que vous appréciez, que vous soutenez via Utip, notamment Jean Massier en fait partie. Il avait ses soutiens sur Utip. Interrogez-vous, regardez un petit peu vos comptes et vos soutiens et actualisez-les là où les créateurs que vous appréciez particulièrement et que vous voulez continuer à soutenir se déplacent. Ils auront besoin de vous dans les jours et les semaines à venir voilà, pour continuer leur action, leur production de contenu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à être un peu curieux et à regarder ça. Oui, en ce moment, c'est dur pour les créateurs. C'est dur par le contexte économique. Je veux dire, le contexte économique n'est pas bon. Donc, ça veut dire que tout le monde se serre la ceinture. Et donc, du coup, ce type de soutien, on se serre un peu plus la ceinture. Donc, on soutient un peu moins. Je dis ça et Louis Grasset, généreux comme il est, offre 5 abonnements, hop, niveau 1, à la chatroom. Un grand merci à toi, Louis Grasset. Et un grand merci à TechHome, je crois que je ne t'avais pas remercié pour ton soutien. Un grand merci également à toi. Donc voilà, profitez-en. Un grand merci à toi. Et en effet, Olek le dit, c'est quand même un métier super précaire entre les règles puritaines des plateformes de streaming, les plateformes de fonds qui bloquent du jour au lendemain. On est à la merci de ces plateformes. Des plateformes à la fois où on publie le contenu et des plateformes et prestataires par lesquels on passe pour récupérer des fonds et des soutiens. En effet, tout à fait. Grégor Sam, un grand merci à toi pour ton soutien. Un grand merci. Voilà, en tout cas, pour Utip. Vous êtes maintenant au courant. On termine avec la dernière news tech du matin, puis après on fera notre petit retour voyage dans le temps. Mais dernier article que je voulais quand même mentionner ce matin, c'est Midjourney. Qu'est-ce qui se passe avec Midjourney ? Midjourney, d'abord, c'est quoi ? C'est une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez générer des images sur la personnalité politique ou célébrité de votre choix. Je dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez générer des images sur d'autres sujets ou sans personnalité, etc. Mais là, ce qui est intéressant avec Midjourney,
En fait, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose, ou en tout cas une polémique ou un choix qui a été fait à l'été 2022 est sous le feu des projecteurs, parce que maintenant, Midjourney est une des intelligences artificielles les plus reconnues en termes de génération d'images, hein, avec Dall-E, voilà, elle fait partie du haut du panier de ces intelligences artificielles dont tout le monde parle. Et donc, qui veut dire plus de publicité, plus de visibilité, veut dire aussi qu'on va regarder un peu plus ces actions, ces moindres actions, ces moindres communications avec un peu plus d'intérêt, et on va les décortiquer avec plus d'attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On s'est aperçu que l'actuel président de la République populaire de Chine, aussi secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, est la seule personnalité avec laquelle vous ne pouvez pas générer de visuel. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quand vous faites ça, quand vous faites la demande sur Discord, parce que je vous rappelle que pour utiliser Midjourney, vous devez passer par un prompt fait sur Discord, il y a un message d'erreur qui est renvoyé. Et notamment, le message d'erreur, c'est: l'expression est interdite, le fait de contourner ce filtre pour enfreindre nos règles peut entraîner la révocation de votre accès. Donc quand même un message d'erreur assez menaçant, hein, quand même. Et donc ça, c'est fait à la fois si vous faites Xi Jinping, ou à la fois si vous le faites avec un autre terme, ou si vous faites une expression du type China's president. Donc rien ne fonctionne, en tout cas pour utiliser ou tenter de générer une image avec le président chinois. En revanche, si vous testez d'autres présidents, type Joe Biden, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, etc., là, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez générer des images. Exemple, là, vous envoyez. Donc là, ça montre que c'est bien possible. De la même manière, lorsque vous tentez avec des anciens présidents chinois, c'est-à-dire que le blocage n'est pas fait dans le temps. Il est vraiment que sur l'actuel président chinois. Voilà. Donc, pourquoi cette limitation ? En fait, il s'avère que c'est une décision délibérée de la part de Midjourney. A priori, il ne s'agit pas d'une pression consciente. Il n'y a pas eu de contact entre le gouvernement chinois et Midjourney. C'est une décision de la part de l'équipe de Midjourney. Elle a été prise fin juin 2022 et à l'époque, David Holz, le fondateur de Midjourney, écrivait sur le canal Discord: la satire politique en Chine n'est pas très bien vue et à un moment donné, cela mettrait en danger l'utilisation du service par les Chinois. La satire politique dans les pays occidentaux, elle, est assez normale. Et donc, il en remet une couche en disant: la question est de savoir s'il est préférable de laisser les internautes chinois utiliser la technologie ou de faire de la satire politique. Et là, il dit, c'est plus important de permettre aux utilisateurs chinois d'avoir accès à Midjourney que de respecter la liberté d'expression ici. Donc ça, c'est assez rigolo quand même, parce que c'est quand même assez hypocrite comme déclaration. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme si Midjourney était facilement accessible en Chine. Discord est banni en Chine. Il est banni. Et vous pouvez utiliser Midjourney qu'à travers Discord. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je suis un petit peu remontée ce matin. Mais sur ce genre de propos complètement hypocrites, c'est ridicule. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la communication de la Chine et l'autorité de la Chine est telle qu'en fait, elle ne s'arrête pas aux frontières du pays. C'est que maintenant, elle atteint des services et des plateformes qui sont en dehors du territoire chinois. Et que maintenant, on utilise des règles qui sont édictées sur le territoire chinois pour les appliquer à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que là, on est en train d'appliquer l'autoritarisme chinois dans le monde. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous pose un problème, mais moi, ça m'en pose un. C'est une pente super risquée, super dangereuse. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Sarah McLaughlin, spécialiste de la censure. Elle dit que c'est une politique à deux vitesses et c'est une manifestation de la capacité de la Chine à influencer au-delà de ses frontières, y compris en matière de censure des contenus.
Et donc, un phénomène que l'on observe depuis un moment avec divers exemples, comme en 2019, lorsque Blizzard s'était retrouvé au cœur d'une polémique après avoir banni un joueur de Hearthstone exprimant son soutien à la liberté de Hong Kong. Ben voilà, les lois chinoises, du moins en théorie, ne devraient s'appliquer qu'à l'intérieur des frontières de la Chine. Pourtant, parce que le PDG de Midjourney veut que son programme soit disponible en Chine, il applique certaines des restrictions d'expression du pays à tous. Ainsi, les utilisateurs des pays libres, qui utilisent un programme basé aux États-Unis, ne peuvent pas se moquer de Xi Jinping. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant pour montrer à quel point l'influence de la Chine s'étend en dehors de ses propres frontières. Et elle nous dit, nous ne devrions pas ignorer cette histoire ou d'autres du même genre, voilà, parce que les lois de censure d'un pays autoritaire fixent les normes de modération pour la communauté mondiale dans un domaine technologique émergent. Cela me préoccupe et devrait vous préoccuper également. Voilà, je trouve ça vraiment très, très juste. Je trouve qu'elle résume parfaitement le danger que ça représente d'appliquer des règles de censure d'un régime autoritaire à l'échelle mondiale. Parce qu'en fait, on est en train d'obéir aux règles autoritaires du régime chinois. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Il y a le soft power, il y a le hard soft power de la Chine. Ouais. Et en effet, on peut être fasciné par leur emprise, parce qu'en fait, il y a quand même... c'est remarquable ce qu'ils arrivent à faire, cette pression qu'ils arrivent à exercer. Mais est-ce qu'on doit être d'accord avec ça ? Voilà, moi, je ne peux pas, personnellement. Je regarde un petit peu vos commentaires. Je me demande quand les politiques américains vont mettre le doigt sur ce point. Oui, je pense que ça ne va pas tarder. Hein. Je pense que ça ne va pas tarder, vu le bras de fer actuel entre les États-Unis et la Chine. Ça ne sent pas très, très bon. Et si on s'en fout tous en même temps, ça ne prend juste pas effet. Si Touliette, en fait, je ne suis pas sûre qu'on puisse s'en foutre, hein, ou que ça soit la bonne stratégie. Parce que là, on est vraiment sur des nouvelles technologies qui vont façonner notre futur. Et est-ce qu'on a envie que ces technologies soient façonnées par un régime autoritaire avec lequel on n'est pas en accord ? C'est ça le danger. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, quoi. On applique bien les limites des Américains pour le monde, le F-word, des limites de la nudité. Mais il y a ce genre de discussion, El Chico. Hein. Et je peux te rappeler que le RGPD, le Règlement général de protection des données, est européen. Et justement, est là pour garantir la protection des données des utilisateurs sur le sol européen, en tout cas des utilisateurs européens, par rapport aux autres plateformes, qu'elles ont beau être américaines ou d'un autre pays. Donc, tu vois, on peut faire valoir nos droits en tant qu'Européens. On peut être protégé grâce à ce type d'encadrement. Donc attention. Mais en effet, sur le type de modération, on a un espèce de puritanisme américain qui a envahi l'Europe. Je suis d'accord avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être OK avec ça. Hein. Donc voilà. Voilà en tout cas pour Midjourney. Je vous propose de terminer avec une petite cerise sur le croissant ce matin en remontant rapidement le temps avec moi pour revenir 50 ans en arrière et voir les 6 smartphones, les 6 téléphones portables, pas smartphones mais téléphones portables, qui ont marqué notre histoire. À tout de suite avec la cerise sur le croissant.
Et voilà, on termine l'émission avec un retour en arrière sur les 50 ans du téléphone portable. Et oui, c'est pas une blague, déjà 50 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que le premier appel téléphonique, le premier appel depuis un téléphone portable s'était déroulé en 1973. Rien que ça fait un bail maintenant quand même. Et donc, est-ce que vous avez deviné, si on remonte en arrière, quel est le premier téléphone portable dont on va parler ce matin? Je sais que vous en avez mentionné quelques-uns en début d'émission. Vous avez mentionné 3310, BlackBerry, Motorola, etc. Tout cela sont dans la liste. Mais qui a fait le premier? Est-ce que vous le savez dans la chatroom? Est-ce que vous savez un petit peu, Jérôme, si tu pouvais décrocher? Oui. S'il te plaît, j'ai un appel. Donc, est-ce que vous avez deviné? Alors, je vois... alors, je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. Hop. Motorola, IBM, US Army, Ericsson, Bebop. Hop, Alcatel, le Motorola Dynatac. Exactement, le Motorola Dynatac 8000 KZ. Je ne sais pas si tu as vu l'article, mais c'est ça. Donc, il y en a beaucoup qui avaient mentionné Motorola. Il y en avait beaucoup qui mentionnaient Motorola. Donc, vous avez gagné. C'est le premier. Le Dynatac 8000 avait été lancé en 1983. Il est le résultat de 10 ans de recherche et de développement. Et il a été mené d'ailleurs par l'ingénieur Martin Cooper, qui avait réalisé du coup le premier appel avec en 1973 à l'époque. Surnommé la brique ou le sac à main en raison de sa taille imposante. Sa taille, pour vous donner une idée, 33 cm de long. C'est pas une blague. 33 cm de long. Je ne parle pas d'autre chose. 8 cm de large, 4 cm d'épaisseur. Et son poids, 790 grammes. Voilà, donc une belle brique, hein. Belle brique, 790 grammes. Il disposait d'un écran LED rouge et d'un clavier numérique et d'une antenne télescopique. Il offrait une autonomie, accrochez-vous, une autonomie de 30 minutes en conversation et de 8 heures en veille. Et il coûtait 4 000 $. Voilà. Donc il apparaît d'ailleurs dans plusieurs films et séries télévisées des années 80. On peut le retrouver dans Wall Street et également dans Sauvé par le Gong. Il est aussi le premier téléphone utilisé par le président américain Ronald Reagan. Donc voilà. C'est un objet vraiment révolutionnaire qui permettait pour la première fois de communiquer sans fil. Il était évidemment destiné aux professionnels, aux hommes d'affaires et aux personnalités publiques. Mais voilà. Ensuite... Est-ce que vous avez deviné le second? On reste chez Motorola pour le second téléphone. Mais il y a un autre format, on va dire, phare de Motorola pour lequel ils se sont fait connaître. Un form factor de téléphone pour lequel Motorola s'est fait connaître. Oui, Fanny, oui, tu le tiens. Le clapet. Le clapet. Est-ce que vous avez un nom de modèle? Peut-être. Non, c'est pas le M. Je ne sais pas s'il y a un M. Clapet, tout à fait clapet. Le Razer, le StarTAC. Oui, JBV01. Mais vous êtes trop fort, vous avez lu l'article, c'est pas possible. Je les connaissais même pas, moi, ces noms-là. Le StarTAC, vous l'avez trouvé. Donc Fanny, la première à dire le clapet. Et puis après, il y a JBV01, également Monsieur Papa, également Winston Rod, qui l'ont mentionné. C'est bien le Motorola StarTAC. Lancé en 1996, ce téléphone mobile était le premier téléphone à clapper, donc inspiré du communicateur de la série Star Trek. Comme quoi, les séries inspirent. Il est aussi le premier téléphone à utiliser la technologie GSM, qui permet évidemment de changer de carte SIM et de réseau. Il est considéré comme quand même le premier téléphone portable moderne à cause de son design compact. On n'est pas sur les 33 cm du premier, on est sur 8,8 cm de long, 5,5 cm de large et 2 cm d'épaisseur.
Son poids, on est quand même sur 88 grammes. On n'est pas sur les presque 800 grammes de l'autre. Et ses fonctionnalités sont avancées puisqu'on aura le vibreur, l'affichage alphanumérique ou le répertoire téléphonique. Donc là, vraiment, on s'approche vraiment de quelque chose d'un peu plus moderne. Parmi les personnalités qui l'ont adopté, on avait Madonna, David Beckham et Bill Clinton. Et le téléphone reçoit de nombreux prix et distinctions, comme le prix du design industriel ou le prix du meilleur produit de l'année. Voilà. Et il est d'ailleurs remplacé progressivement par des modèles plus sophistiqués, vous l'avez mentionné dans la chatroom, comme le Motorola Razr. Voilà. Ensuite, le troisième téléphone, c'est le premier téléphone que vous aviez trouvé en introduction de l'émission tout à l'heure. C'est, cette fois-ci, le Nokia 3310. Et oui, MMG7F, tout à fait. Le 3310, le fameux 3310. Alors moi, je l'ai eu, voilà. Je lève la main, je l'ai eu, je l'adorais. Il était super pratique, super fiable. Lancé en 2020. Je pense qu'il y a un problème avec l'article. Je ne pense pas qu'il ait été lancé en 2020, le 3310. Peut-être en 2000. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. En 2001. Voilà, petite coquille dans l'article. Il est le téléphone mobile le plus emblématique, évidemment, de la marque finlandaise, successeur du Nokia 3210. Il se distingue surtout par sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et sa batterie longue durée. Il est doté notamment de la possibilité de composer ses propres sonneries à l'époque, d'envoyer des SMS avec des émoticônes ou de jouer à des jeux comme Snake 2 ou Space Impact. Je me rappelle d'avoir joué à Snake sur le 3310, tout à fait. Vendu à plus de 126 millions d'exemplaires, il devient un symbole de la culture populaire et inspirant d'ailleurs de nombreuses blagues, des mèmes sur Internet. Et il est tellement réputé pour sa résistance au choc et aux températures extrêmes qu'on le surnomme téléphone indestructible. D'ailleurs, pour surfer sur sa popularité, en 2017, Nokia relance le 3310 dans une version modernisée avec un écran couleur, un appareil photo, une connexion 2G, une autonomie de 22 heures en conversation, sachant qu'on sait que la nouvelle génération privilégie les dumb phones. Et donc, du coup, c'est vrai que le 3310 était pas mal là-dessus, quoi. Donc voilà, pour le 3310, on avance avec un autre téléphone que vous avez mentionné, en tout cas sa marque, le BlackBerry, et plus précisément le BlackBerry Bold. On ne peut pas parler de l'histoire du smartphone sans mentionner BlackBerry. Oleg qui dit le 3310 le plus utilisé pour fabriquer des bombes. Il y a assez d'intensité sur le moteur du vibreur pour initier un détonateur. Pas mal. Donc on parle du BlackBerry Bold maintenant, ou BlackBerry 9000. C'est pas le premier modèle de l'entreprise RIM, mais il débarque dans les années 90 et s'est fait une place doucement. BlackBerry débarque dans les années 90 et s'est fait une place doucement et sûrement dans le marché de la téléphonie jusqu'à toucher les cadres et les dirigeants de ce monde. Puisqu'en effet, BlackBerry, c'était quand même très, très associé avec le monde du business. Le modèle lancé en 2008, le premier Bold, d'ailleurs qui a ensuite donné son nom à carrément une gamme, représente le meilleur de BlackBerry. Donc comme je disais, destiné aux professionnels, aux utilisateurs exigeants qui appréciaient son clavier confortable parce qu'il était très large. Je peux vous montrer un petit peu... là, vous n'allez peut-être pas trop voir ici, mais peut-être qu'il y aura un plan. Hop. Voilà, vous le voyez assez large avec un dos en cuir, l'aspect aluminium et tout sur le côté. Donc voilà, il était vraiment connu pour ça. C'est ce qui a fait vraiment le succès de BlackBerry avec sa coque en acier inoxydable et son dos en cuir. Et voilà, donc malheureusement, BlackBerry, on connaît la fin qui les a touchés, mais le BlackBerry reste quand même vraiment très, très phare dans l'histoire. Et puis après, le prochain téléphone après BlackBerry, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment l'iPhone. L'iPhone, présenté par Steve Jobs le 9 janvier 2007 lors de la conférence Macworld.
moment mythique dans l'histoire de la technologie. L'iPhone était annoncé comme un appareil combinant l'accès à Internet, la téléphonie mobile et l'écoute musicale. Et oui, parce qu'Apple se reposait sur sa force sur l'industrie musicale avec les iPods. Commercialisé aux États-Unis le 29 juin 2007 au prix de $499 pour le modèle 4G, 4 Go et $599 pour le modèle 8 Go. Il est arrivé en France le 27 novembre 2007 en exclusivité chez Orange. Voilà, donc premier iPhone a été un succès commercial et critique, vendu à 1,9 million d'exemplaires dans le monde en 2007. C'est énorme. Il incarne surtout la révolution du marché de la téléphonie mobile. Il impose le standard d'ailleurs de l'écran tactile et offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. Cela tienne et à froisser les utilisateurs Android. Il n'y avait même pas de data, tout à fait, et même pas forcément beaucoup d'applications ou de stores. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pouvez deviner le dernier téléphone qui a marqué l'histoire de la téléphonie, du téléphone portable? On en a parlé, c'est pas il y a si longtemps. Samsung, bonne piste. Oui, vous l'avez trouvé, c'est le Fold. Vous l'avez trouvé, Dromadaire 96. Alors, le premier, c'est Calligramien qui avait trouvé Samsung et Dromadaire a trouvé le modèle, c'est bien le Fold. Le Fold, plus que le Flip, le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung, même si techniquement, ce n'est pas forcément le tout premier smartphone pliant, on le considère comme tel pour la qualité de ses finitions. Il a rendu vraiment l'aspect smartphone pliable vraiment réel et crédible. Annoncé le 20 février 2019 lors de l'événement Unpacked comme une innovation majeure dans le domaine de la téléphonie mobile, il se distingue donc par 2 écrans flexibles, un écran externe de 4,6 pouces et un écran interne de 7,3 pouces qui se déplie comme un livre grâce à une charnière spéciale. Donc c'est vraiment celui qui se déplie comme ça. Le Galaxy Fold devait être commercialisé le 26 avril 2019 aux États-Unis et le 3 mai 2019 en Europe. Mais bon, ils ont quand même eu des petits problèmes techniques, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, finalement, il était sorti le 6 septembre 2019 en Corée du Sud, puis progressivement dans d'autres pays, dont la France, le 18 septembre 2019. Il avait été lancé au prix de $1980 et 2000 € en fonction du modèle. Donc voilà, prouesse technique pour le Galaxy Fold, dernier smartphone qui a fait l'histoire de la téléphonie mobile. Voilà. Et non, le Hara ne figure pas, en effet, dans le listing, pourtant, smartphone modulaire, ouais. Ouais, je sais qu'il y avait des fans à l'époque. Donc voilà pour l'histoire des 6 smartphones qui ont marqué ces 50 années de téléphone portable. On a fait un bon bond dans le temps. Il est 9h31. Et je pense que c'est le moment de vous souhaiter une excellente journée. On va voir ensemble vers qui on va faire un petit raid ce matin. Et on va aller rendre visite à un compte que j'aime beaucoup, Pépipin, pour voir un petit peu du côté de l'illustration. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse en très très bonne compagnie. Et moi, je vous dis pas la semaine prochaine, puisque je serai pas disponible mardi. Vous retrouverez Guillaume mardi prochain et moi je vous retrouve dans 2 semaines. Il n'y a pas de mug également lundi, puisque lundi c'est férié. Voilà, donc on en profite. Voilà, j'espère que vous aussi vous pourrez en profiter pour ceux qui le peuvent. Profiter de votre long week-end. Vous retrouverez donc le mug dès mardi prochain avec Guillaume et moi je vous retrouve dans 2 semaines à mardi également. Bonne journée à tous. Et à bientôt. Bye bye.